Hazard, he finds space for the shot. He does! He does, and Chelsea lead by 3-0. And Giroud! He's come up with it. Chelsea are the champions. Their third title under Mourinho. They're fourth in the Premier League. They're fifth in all 60 years after. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast God Save the Foot de la Première Ligue. Aujourd'hui, analyse de la deuxième journée de Première Ligue. Analyse, débat, actualité, on revient sur cette journée qui a été chargée d'émotions. Cette semaine, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous donc Shaheen, qui est rédacteur à God Save the Foot et aussi à Spurs FR. Bonjour. Nous avons également Gabin, qui est le CM de Southampton FR. Oui, salut tout le monde. Ainsi que Geoffroy, qui est à MUSC France. Présente-toi. Oui, donc bonjour à tous. Donc MUFC France, c'est le supporter club officiel de Manchester, donc reconnu par le club. Et voilà. Et donc, lors des deux premières émissions, c'était Benjamin qui était au micro. Aujourd'hui, c'est moi, Ilan, et c'est ma première, donc s'il vous plaît, soyez un peu clément avec moi et évitez quand même de me titiller. D'abord, on va commencer par vos impressions générales sur cette deuxième journée de Première Ligue, avec vos équipes qui vous ont impressionné et celles qui vous ont déçu. Allez-y, hein. Celui qui veut commencer. Okay. Je vais prendre la parole du coup, Vas-y. Si vous voulez. Vas-y, donc, c'est Geoffroy. en fait, pourquoi je veux prendre la parole? Parce que pour une fois, c'est mon équipe qui m'impressionne en premier, donc Manchester United, qui se retrouve premier de Première Ligue avec une nouvelle victoire 4-0. Donc, assez impressionné parce qu'on n'attendait pas forcément un départ aussi tonitruant. Même si, effectivement, lors de cette deuxième journée, on peut se dire que c'était pas si facile que le score l'indique. Et en deuxième équipe, il y a Huddersfield qui fait la course en tête aussi également. Et du coup, une équipe qu'on n'attendait peut-être pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord aussi, ouais. On est tous d'accord sur ça. Ensuite, Gabin, toi, les équipes qui t'ont impressionné? Dans cette deuxième journée, Manchester United aussi, forcément, parce que 2 fois 4-0, c'est sûr qu'on s'entendait pas autant, on va dire, même si c'est que Swansea, entre guillemets. Après, pareil aussi Huddersfield, je crois j'ai entendu qu'ils ont fait un record, je crois, parce que jamais un nouveau promu avait gagné ces 2 premières journées, il me semble. Exactement. À confirmer. Donc, puis gagner face à Newcastle. Newcastle, c'est pas la grande forme en ce moment, mais c'est déjà ça. Et après, c'est tout, quoi. Le reste, c'est un peu pas très. C'est dans la mêlée. Surprenant, on va dire. Ouais. Et toi, Shaheen, du coup? Moi, je suis d'accord avec eux pour Huddersfield et Manchester. Et après, je pourrais ajouter peut-être Leicester, qui a gagné son match, avec Mahrez qui, malgré ses envies de départ, continue d'être performant. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Ensuite, donc, les équipes qui vous ont déçu. Donc, on va recommencer avec Geoffroy. De mon côté, les équipes qui m'ont déçu, il y a West Ham que j'attendais un peu mieux au niveau de l'effectif qu'ils ont. Alors certes, ils ont commencé chez nous à Manchester la première journée, ce qui a peut-être pas forcément aidé, parce que une défaite 4-0, mais là, ils repartent de nouveau sur une défaite un peu maladroite. Donc, une équipe que j'attendais un peu plus haut en début de saison. Et Arsenal aussi, pour moi, forcément dans la communauté franco-française du foot anglais, on est un peu rival. Donc Arsenal, qui je pensais franchement allait être un peu meilleur, mais quand on voit le recrutement, quand on voit ce qui s'est passé lors de ces dernières années, finalement, ça paraît plutôt logique. Avec une première victoire étriquée et puis là une défaite qui semble assez logique, quoi, dans la continuité, on va dire. C'est vrai. À toi, Gabin, donc les équipes qui t'ont déçu. Oui, il y a West Ham aussi, forcément. Je pense qu'on en reviendra tout à l'heure, parce qu'on va par. Et Newcastle aussi, parce que là, on attendait.
enfin, je trouve que ça fait plaisir de revoir Newcastle en Première Ligue. Au final, ils déçoivent pas mal en ce moment. Et forcément, Arsenal aussi, après un match assez compliqué face à Leicester en première journée. Là, les perdre à Stoke, c'est pas forcément le meilleur début pour une course au titre, on va dire, comme chaque année pour eux. C'est vrai. Et donc à toi, Shaheen. Bon, je vais mettre Tottenham, forcément, même si c'est plus le résultat qui me déçoit que la performance. Ensuite, je vais mettre Bournemouth, qui fait 2 défaites en 2 journées, alors que pourtant, moi, le mercato me plaisait beaucoup, avec Defoe, Ake, Begovic. Et enfin, Newcastle aussi, car ils me paraissent vraiment faibles, alors que je pensais qu'ils seraient meilleurs que ça. C'est vrai. Eh bien, très bien. Vous avez rien à ajouter? C'est vrai que Newcastle, finalement, c'est pas tout à fait faux, quoi, parce que, surtout à domicile, bon, voilà, on les attend quand même assez solides, quoi, ouais. Mais du coup... moi, je crois que déjà, ils sont pas prêts physiquement, ça se voit. Quand on voit Shelby, le premier match contre Tottenham, qui est à la remasse, c'est pas normal, on est d'accord. Et aussi, je crois qu'il y a un problème avec le mercato, parce que Rafa Benitez n'a pas eu toutes les recrues qu'il voulait, en fait. Ouais. Donc, je crois que déjà, pour ces points, ça va être difficile pour Newcastle. Parce que Mike Ashley, je crois, veut pas mettre beaucoup d'argent cette année. Je crois qu'il y a un souci en plus de communication entre leur président et Benitez, il me semble que j'avais entendu ça. Ça fait quelques mois qu'ils sont pas parlés, donc forcément ça aide pas forcément. Ouais, ça aide pas. Si c'est confirmé, c'est vrai que c'est pas facile. Donc, si vous voulez, on va passer aux affiches. Alors déjà, c'était dimanche, on a eu droit au premier derby londonien. C'était Tottenham-Chelsea. Victoire 2-1 des Blues face à une formidable équipe de Tottenham. Donc Chelsea a quand même joué avec énormément de blessés ou de joueurs non disponibles. Et aussi, moi j'ai fait une blague justement sur Twitter. J'ai surnommé Antonio Conte le Tinkerman. Vous vous souvenez de ce surnom de Ranieri il y a plus de 10 ans. J'ai trouvé quand même dans la composition, moi personnellement, qu'elle était assez bricolée cette équipe, avec Moses qui était en pointe, qui était sur le front en attaque. Ouais, il est là, merci. Avec Marcos Alonso, même si il a fait un match démentiel, il était pas à son poste. Désolé, hein. Avec Bakayoko qui était pas du tout au point, on est d'accord? Oui. Ouais. Voilà. Avec plein de joueurs qui n'étaient pas à leur poste, mine de rien, Chelsea a quand même fait le résultat. Parce que personne ne les voyait vainqueurs, on est d'accord? Ouais. Donc on va commencer. Mais moi j'ai une question pour Shane, du coup, comme c'est son équipe. Voilà. Est-ce que tu penses pas que c'est finalement Tottenham qui s'est presque battu lui-même, quoi? Si, totalement. Si on est beaucoup plus efficace, on égalise plus rapidement et on tue le match. Mais bon, c'est ça. C'était pas le cas. Ça fait une grosse différence, quoi. Et surtout aussi, est-ce que ce nouveau stade finalement et cette nouvelle pelouse, j'ai beaucoup entendu parler de cette pelouse plus grande, mais bon, à ce niveau-là, ils sont censés être capables de s'adapter. Maintenant, est-ce que ça joue pas aussi, finalement, ça fait pas beaucoup, peut-être, de jouer une équipe qui, il y a du bricolage en face, donc pour s'adapter, plus le fait qu'il y a eu pas mal de loupés et puis une petite erreur de Lloris sur la fin, quoi. Ouais, c'est vrai. Que ce soit Mauricio Pochettino, Lloris, Vertonghen, qui ont parlé du stade, ils ont tous dit qu'il n'y avait aucun problème avec le stade, qu'ils s'étaient préparés 2 fois plus pour pouvoir tenir sur ce terrain. Donc je pense pas qu'il faut avoir cette excuse du terrain, malheureusement. Je suis d'accord. Ouais. Et toi, Geoffroy, du coup, t'en as pensé quoi? Comme je disais, pour moi, ils sont plus un peu battus eux-mêmes, quoi, parce que finalement, Chelsea a plus joué sur les faiblesses de Tottenham que sur leurs forces, puisque effectivement, il y a pas mal d'absents. Donc du coup, à mon avis, si Tottenham avait fait un plus gros match, peut-être plus concentré ou un peu plus réaliste, je pense qu'on parlerait différemment de ce match, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Gabin, du coup?
Ouais, bah, je rejoins un peu leur avis, parce que même quand on voit les stats, genre, bah, pour Chelsea, je vois des tirs cadrés de buts. Oui. Enfin, ça a été 100% d'efficacité, mais ça montre aussi qu'ils n'ont pas forcément un gros match. Comparé à Tottenham qui a été quand même plutôt bon. Donc, ouais, c'est assez dommage aussi, parce que Chelsea, qui semblait être prenable après leur défaite contre Burnley, je crois, première journée. C'est ça. C'est un peu dommage pour Tottenham, quoi. Surtout que les 2 buts de Marcos Alonso viennent d'abord d'une erreur de Ali, qui fait une faute bête à l'entrée de la surface. Ouais, c'est vrai. Et ensuite double faute de Lloris, on va dire, sur la relance, puis l'arrêt raté. Ouais. Et aussi de Wanyama qui a fait un match catastrophique. Aussi, j'ai une question pour Shaheen. Est-ce que tu as trouvé que l'attaque de Tottenham était un peu trop bordélique? Parce que d'habitude, Tottenham en fait, arrive à faire des différences sur des passes simples et des passes courtes. Et là, on a trouvé justement aucune logique en attaque. Ouais, je sais pas trop. Je trouvais qu'offensivement, en fait, c'était pas que c'était facile, mais que les défenseurs, ils étaient pas très présents côté Chelsea. Kane, il a eu plein d'occasions qui s'est fait tout seul, en fait, en les dribblant, en accélérant. Donc, je sais pas. Après, ouais, peut-être que c'était pas comme d'habitude, mais on s'est créé des occasions facilement, quand même. Sans marquer. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème Kane, finalement, de début de saison, ou est-ce que c'est vraiment un non-débat Bah, il y a toujours, on a l'impression qu'il y a une malédiction. Il tape le poteau contre Newcastle, aussi contre Chelsea. Toutes ses frappes, elles sont repoussées par Courtois. Je pense que c'est un mélange de malchance et d'une malédiction qui doit être présente au mois d'août. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais bon, j'ai confiance en lui pour qu'il marque contre Burnley ce week-end. Voilà. Okay. Donc, on va passer à l'autre affiche. Si vous avez pas d'autre chose à dire. Vous avez rien à dire? Non, c'est bon. Ok. Dans ce cas, c'était City-Everton. Donc, lundi soir. Un partout. La 200e de Rooney, on va en parler plus tard. Enfin, plus tard dans la conversation. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Donc, on va commencer par Geoffroy. Au niveau du match, en fait, je pense que les débats étaient assez équilibrés. Encore une fois, comme un peu sur un Tottenham-Chelsea, je trouve qu'Everton, finalement, joue pas sa carte à fond. Il joue très petit bras parce qu'il se retrouve à 10 contre 11, il mène 1-0. Et ils reculent, ils font pas le jeu, ils demandent. Enfin, je parlais justement à un ami qui était avec moi pour le match, et je lui disais, mais City va gagner le match, quoi. Et même à la 80e minute, quand il y va toujours 1-0, je disais, mais là, c'est sûr, quoi. À moins que Tottenham, à moins qu'Everton marque en contre. Mais sinon, j'étais quasiment persuadé que City allait gagner dans les dernières minutes 2-1, quoi. Et puis finalement, quand ils marquent quand ils égalisent à la 83e, il me semble, du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, le scénario est parfait. Schneiderlin qui se fait expulser dans la foulée, bon, bah. Et bon, finalement, ils ont tenu. Mais je trouve que, compte tenu des conditions du match, ils auraient dû revenir avec 3 points. D'accord. À toi, Gabin? Je rejoins aussi l'avis de Geoffroy, parce qu'au début de match, je trouvais que c'était pareil, assez équilibré. Chaque équipe avait son jeu. Everton qui marque en première période. Et en fait, dès l'exclusion, dès le retour des vestiaires, Everton je l'ai trouvé moins au niveau de l'attaque, plus à jouer défensif, histoire de s'assurer le 1-0 et pas plus, faire le service minimum, quoi. Et ils se font punir logiquement, on va dire, derrière. C'est sûr que c'est dommage parce que c'est une équipe qu'on attend quand même dans le championnat par rapport à leur mercato. Et là, déjà contre un gros, ça a du mal, quoi. Alors que je crois, leur début de championnat, ils affrontent un peu tout le monde au début. Enfin, tout le monde, quand je dis tout le monde, tous les gros. Le Big Six. Oui, parce qu'ils jouent Yann à Old Trafford bientôt. Ouais. Donc, c'est là où on va juger s'ils vont s'en sortir ou pas. Parce que là, sur ce match, on peut être inquiet un petit peu quand même. Donc, à toi, Shaheen? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous que Everton aurait dû, avec l'équipe qu'ils ont et la physionomie du match, essayer de au moins garder le score ou alors
d'essayer de mettre le deuxième, parce qu'ils en avaient l'occasion après le rouge de Walker. Mais j'étais content de voir Sigurdsson à la fin, même si on l'a pas trop vu. Mais bon, c'est vrai qu'ils voulaient absolument au moins faire un match nul, ce qui est un peu décevant. Alors moi, est-ce que j'ai... Ah, vas-y, allez-y. Non, bah, je voulais juste rajouter que moi j'ai connu ça avec Manchester là pendant 2-3 saisons où finalement tu mènes, tu joues petit bras et puis tu te retrouves à te prendre un but à la fin et à faire un match nul alors que tu te dis qu'il y avait beaucoup mieux à faire et qu'il y avait la place quoi. Donc je trouve ça un peu rageant. Bon forcément c'est City en face donc je rage encore plus, mais là c'est vraiment rageant pour eux, quoi, parce qu'ils peuvent faire un bon début de championnat qui est en plus difficile. Et au final, surtout Rooney marque en plus, donc on va en parler. Mais... parce que moi, déjà sur le but de City, donc le but de Sterling, il y a une faute horrible qu'un défenseur ne doit jamais faire, c'est Mason Holgate, je crois, qui remet de la tête en plein axe. Ah ouais, je veux dire, une offrande. T'as pas le droit de faire ça, on est d'accord sur ça. Oui. Mais, moi, il y a un aspect donc plus culturel que j'ai voulu aborder. C'est est-ce que City Everton c'est devenu une sorte de petit derby à l'image de la Liverpool de United? Moi, je pense pas. Pas spécialement. Non, je pense pas non plus. Il y a pas vraiment de rivalité entre les villes, entre ces deux clubs. Non, je trouve pas. Même niveau historique, il n'y a jamais eu de... Même si Everton est en train de devenir un peu une sorte de bête noire, on va dire, pour Manchester, depuis l'année dernière, on va dire. 4-0, oui, c'est plus pour ça, alors. Okay. 4-0 City, c'était une victoire mémorable. Hein. Et le 1-1 à l'Etihad aussi, avec les 2 pénaltys ratés de Manchester. Ouais, aussi. Sinon, alors dans ce match, de quoi je voulais parler de l'expulsion de Kyle Walker. Bon, celle de Schneiderlin, elle est plus logique, on va dire ça comme ça. Ah, je suis pas d'accord. Ah ouais je peux intervenir. Okay. Vas-y alors. Hein. Ouais, parce qu'en fait, je suis pas trop d'accord parce que si tu regardes les ralentis, alors certes, il tacle de derrière, il emmène avec son deuxième pied Agüero. Par contre, ce qui m'embête au plus haut point, c'est qu'il va pour jouer la balle. Ouais. Il prend la balle en soi, il touche la balle avec son bon pied, et Agüero en rajoute une tonne. Comme il le fait souvent. Alors forcément, hein, on peut dire que je suis un peu de mauvaise foi et je l'assume totalement, mais là, j'essaie d'être assez objectif et je trouve que, j'étais assez surpris de cette exclusion parce que, et puis j'écoutais là, la BBC hier qui disait aussi qu'ils étaient un peu, ça valait peut-être pas un deuxième jaune, donc bon, voilà, je suis pas trop d'accord avec le mot logique pour Schneiderlin. Pour moi, c'était logique en tout cas. Donc Gabin et Chahine, vous en pensez quoi, vous? Ouais, moi je suis pas d'accord non plus parce que on a bien vu vraiment, il y a eu pas mal de replays et on voit bien que il joue le ballon, certes il met de l'intensité, mais bon, en fin de match comme ça, je pense que avec l'égalisation ça a dû un peu les réveiller, donc voilà, mais on voit bien qu'il touche le ballon et Agüero qui en rajoute comme pas possible, et puis dès que le rouge est sorti pour Schneiderlin, on voit Agüero se relever et faire comme si de rien n'était, alors qu'il était tendu tout l'heure quelques secondes avant, quoi. Donc, bon. C'est vrai qu'il a pas et surtout Schneiderlin qui va direct. Je pense sa réaction est encore plus flagrante parce qu'il va vers lui et lui dit t'es vraiment un con quoi parce que t'as fait exprès et tout ça. Sa réaction est très virulente parce que lui sait qu'il a pas vraiment, qu'il est pas allé pour faire mal quoi. Ouais bah oui. Moi je suis à peu près d'accord avec vous, même si je pense que le rouge peut se mettre aussi. Ça se discute. On va dire. Parce qu'ils viennent derrière, ok. Ça, oui, je suis d'accord. Je te rejoins là-dessus. Il tacle de derrière, Agüero. Voilà, à la rigueur. On dit qu'il le voit pas, mais il met le coup d'œil quand même. Hein. On voit bien qu'il tourne la tête, il le voit arriver et il sait très bien ce qu'il fait. Quoi. Donc, Et en parlant de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de cartons rouges là, en début de saison. Je sais pas vous si vous avez remarqué. Je sais pas, j'en ai vu beaucoup dans pratiquement tous les matchs. Il y a eu un carton rouge limite. Beaucoup de coups de coude, surtout là. Il y en a eu 3 dans cette journée quand même. Donc on va aussi parler de la défense de City. Donc déjà, est-ce que vous voulez parler de l'expulsion de Kyle Walker pour son geste? Ouais, on peut y revenir. Mais... Je sais pas si c'est nécessaire, mais si vous voulez. Pas grand chose à dire. Hein. Ce serait plus celui-là qui est logique, quoi, parce que
il y a quand même le regard sur le ballon. On voit bien qu'il tourne un peu la tête, il voit le joueur et puis il y va, quoi. Il met son coude et basta. Mais... Ouais. Il y a eu bien plus fait pour lui, violent, on va te dire, à cette journée. Donc moi j'ai, Ouais, c'est bien. moi j'ai une grosse C'est vrai. inquiétude, moi c'est pour City. La défense n'a pas du tout l'air justement sur d'elle. Enfin, excepté Otamendi qui était très bon. John Stones il était pas du tout dans le match. Compagnie n'était pas du tout fixe. Alors qu'en face, Keane, Williams et Jack Elka c'était déjà bien huilé. Ça devait être déjà bien en forme, bien dans la compétition. Et donc j'ai une question, est-ce que justement ça vous inquiète sur City en fait? Moi, je peux commencer. Je trouve que déjà, il devrait pas jouer dans cette compo. Je pense qu'il devrait déjà jouer à 4 défenseurs. Comme ça, Sané et Elie et pas milieu, une sorte de milieu gauche un peu défensif et offensif. Là où il est un peu mauvais, je C'est trouve. vrai qu'il est, Bah, surtout qu'ils ont recruté pour je sais pas combien Des de latéraux. millions de latéraux. Ouais. Et le mec, Ouais. il se retrouve à jouer Sané en quasi latéral gauche. Au bout d'un moment, il faut m'expliquer. Là, il y a un gros problème quand même. Après, je pense qu'il faudra juger quand Mendy sera revenu justement côté gauche. Mais ouais, moi, je Ouais. jouerais à 4 défenseurs avec Stones sur le banc. Voilà, tout simplement. Ah, Ouais, bah, carrément. tout à fait d'accord, parce que c'est lui qui met tout le monde en jeu. C'est lui qui est victime du mauvais alignement sur le but de Rooney, quoi. Et ben justement, on va en venir à Rooney. Donc, 200e but en Première Ligue. Et ma question par rapport à ça, c'est est-ce que Rooney est une légende de Première Ligue? Ah oui. Ou du ballon rond en général? Alors d'abord, je vais déjà rappeler son palmarès si vous voulez. Donc il est 5 fois champion d'Angleterre, il a une Ligue des Champions, 2 fois finaliste, une Ligue Europa, une FA Cup, 2 finales, 3 League Cup et une Coupe du Monde des clubs. En plus de ça, il est devenu le meilleur buteur de Manchester United avec 253 buts, et le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre, donc de la sélection, avec 53 buts. Ouais. Donc, est-ce que... Comment? Non, je rajoutais qu'il a donc marqué son 200e but et il a, si je ne me trompe pas, plus de 100 passes décisives. Oui, C'est le premier joueur à faire ça dans l'histoire de Première Ligue. Donc, est-ce que selon vous, Rooney mérite sa statue devant un stade? Et est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est peut-être le meilleur joueur qu'on a eu depuis ces 10 dernières années? Je pense que je Je vais vais peut-être laisser commencer les... Ouais, je commence moi. Ouais. Bah, Vas-y. oui, ouais, bah écoute, moi forcément, pour moi, c'est une légende dans le sens où, vu ce qu'il a fait pour le club, pour l'équipe nationale, etc., je pense que j'avais très très peur parce que qu'on ait l'image justement de ces 2 dernières années où il était vraiment cramé. Et là, je sais qu'il a fait une méga prépa et je suis super content de le voir en feu à Everton parce que ça va au moins laisser l'image de lui de finir vraiment sur une note positive parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui a commencé très très tôt, qui est allé très très tôt à Manchester, qui a été mis dans le grand bain et qui, on l'oublie souvent, mais pendant 10 ans a été au top niveau, que ce soit avec Ronaldo, avec Tevez et compagnie. C'est lui qui finalement, pendant ces années-là, porte une équipe très très médiocre d'Angleterre et une équipe de Manchester qui tourne pas forcément que autour de lui, mais c'est quand même un des éléments clés. Donc pour moi, grosse légende de Première Ligue, puisque forcément, vu ses stats et son nombre de buts, grosse légende de Manchester United, forcément. Et en équipe d'Angleterre, bah pareil, quoi. C'est quand même le meilleur buteur. Alors certes, il met des pénaltys, etc. Mais voilà, on voit là le talent. Il est capable de rebondir, même s'il n'est pas super vieux, mais il est capable de rebondir après 2-3 mauvaises saisons dans un autre club. Il a directement un impact. Moi, je dis chapeau et j'applaudis. Oui. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi, c'est une légende de Première Ligue à coup sûr. Que ce soit les trophées qu'il a gagnés ou les statistiques qu'il a eues dans ce championnat. Et je trouve ça bien qu'il revienne dans son club de cœur, entre guillemets. Le club qu'il a formé et tout. Je trouve ça stylé et je pensais aussi que ça peut peut-être lui faire participer à sa dernière Coupe du Monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Et toi, du coup, Gabin? Ouais, bah, je rejoins aussi leurs avis. C'est sûr que comme une assez grosse légende en Angleterre, quoi, Première Ligue et équipe nationale. Que, comme l'a rappelé Geoffroy, quand on voit les duos qu'il a formés avec Ronaldo, Berbatov aussi, Tevez,
de ceux qui sont passés, il a toujours été là, toujours présent, toujours là dans les grands matchs. C'est sûr que un peu déçu de ces dernières saisons à United, mais bon, après, il y avait le plan de jeu aussi qui était là, il rentrait plus forcément en priorité. Mais là, ouais, c'est bien qu'il se relance quand même à Everton. Il a toujours avoué qu'il aimait Everton, qu'il suivait, etc. Donc, c'est une belle histoire quand même aussi, quoi. Puis même pour les supporters, un supporter qui est là depuis ses débuts, revoir Rooney revenir en légende, quoi. C'est magnifique. Bien connu en Angleterre, c'est beau, ça à vivre. C'est que c'est une légende, ouais. Peut-être pas Surtout qu'il marque, mais il revient en marquant. Ouais, surtout qu'il revient. Ouais, aussi. C'est ça. Surtout, il gagne sa place de titulaire, il marque. J'espère que ça va continuer. Là, c'est les 2 premiers matchs, mais pour être bien parti pour continuer, c'est sûr. Et je retiendrai aussi qu'il a mis le dernier but de l'histoire de White Hart Lane. Ah oui. Ah, exact. Comme quoi, c'était écrit. Et en revenant sur lui, j'ai vu une stat tout à l'heure, je pense pas logiquement, le doit être vrai, que c'est face à City justement qu'il avait inscrit son 50e et son 150e, et du coup 200e but en première ligue, donc ça, c'est peut-être le 250e qui arrivera, si ça continue. Ah d'ailleurs, surtout avec les tweets qu'il a, pardon, excuse-moi. Ah oui. Je disais avec les tweets qu'il a mis, quelques têtes familières dans le public, et ça c'était un peu. Ah oui, il y a des photos mais c'était sympa, quoi. La photo des était photos qui magnifique. circulaient avec 3-4 personnes qui faisaient et même quand on voit plusieurs années, je crois que c'est 4 ans en arrière quand il a mis ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'était 4 ans en C'est arrière. drôle. Ouais, c'est sûr, c'est marrant. Ouais, c'était amusant. Ouais, j'adorais avec les bras d'honneur et tout. Enfin bref. On en voyait quelques-uns qui étaient morts de rire aussi. Ouais, c'est vrai. Chacun son sur des choses. Ah, c'est ça qui est bien avec l'Angleterre, c'est qu'il y a du chambrage, mais ça reste gentil. Ouais, bon, oui, c'est pas insultant. Dans les stades, oui. Dans les stades, ouais, ça va. Ah ouais, bah oui. Pour avoir connu quelques matchs quand même là-bas. Oui, c'est vrai. Mais globalement. On a des anecdotes, c'est terrible. Alors, ensuite de quoi on va parler? Ah, justement de vos matchs, de ceux des invités. Donc on commence par Geoffroy, donc United Swansea, 4-0 au Liberty Stadium. Voilà, facile, on est champion. Voilà, au revoir. non, mais je déconne parce que justement, voilà, c'est exactement ça. C'était vraiment pas simple. En sachant que je pense que on a vraiment passé un gros cap par rapport à l'année dernière. Alors, il n'y a que eu 2 joueurs qui sont venus pour l'instant qui jouent. C'est Matic qui, à mon goût, est monstrueux et qui est peut-être le meilleur joueur de ce début de saison. Et Lukaku qui finalement, c'est assez simple. En fait, ce match-là, l'année dernière, le deuxième but qui est marqué par Lukaku, l'année dernière, n'importe quel attaquant de Manchester le loupait, tirait sur le poteau, tirait à côté. Et sur un contre ou sur une fin de match, on faisait le gros changement par rapport à cette année, c'est que justement ce but-là, faut rappeler qu'il a eu une occasion dans le match. Donc ok, c'est peut-être de sa faute aussi, mais il a eu une occasion, il l'a mise. Donc ça fait vraiment la différence. Je pense que Mourinho a réussi justement à juste rapporter ce qui manquait de confiance et d'ajout dans l'effectif par rapport à l'année dernière. Et finalement, on voit que la sauce elle prend. On joue avec une confiance et ce qui est bien dans ces cas-ci, c'est que tous les matchs maintenant, les équipes vont jouer face à nous en ayant un peu peur, en se disant merde, ils ont mis 4 buts, on va peut-être pas partir à l'abordage parce qu'on voit qu'en contre ils sont méga rapides et super bons parce qu'on marque 3 buts en 5 minutes. Donc au final, c'est vrai que le match, on voit, j'ai des potes qui m'écrivent 4-0 de nouveau, c'est super. Je dis oui, mais attention, le match, c'était pas le même match que contre West Ham où on a un peu plus maîtrisé la partie, quoi. On marque sur un coup de pied arrêté et puis voilà, quoi. Donc, c'est l'effet Anthony Martial. Oui, justement, on va en parler après de ça. Geoffroy, t'entends. Ou Fellaini. Parce que il rentre entre les deux, quoi. En même temps. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a plusieurs analyses à faire sur ce match-là. Alors, je garde la parole une petite minute de plus. Vas-y. Par exemple, on voit que Mata, Mkhitaryan, qui pour moi sont 2 numéros 10, se marchent un peu dessus.
et ne permettent pas justement d'avoir un côté, à part Valencia qui monte, un côté droit très productif, puisque les deux vont bien combiner, vont créer des situations, mais on voit que à partir du moment où Mata sort, et j'ai rien conclu, au contraire, hein, c'est un super joueur que j'adore, mais Mata sort de ce match, et ça aurait été la même, je pense, avec Mkhitaryan, on fait rentrer donc Fellaini et Martial, donc Martial qui met beaucoup plus de dynamisme, et il y a beaucoup plus d'espace d'un coup. Alors certes, l'autre équipe attaque, on joue en contre, mais d'un coup, ça libère, ça crée des espaces. Mkhitaryan qui a 4 passes décisives en 2 matchs, Pogba qui a plus de liberté pour aller vers l'avant. Voilà, pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit avec l'année dernière. Je prends du plaisir à regarder cette équipe, même si l'année dernière, il y avait plein d'occasions qui n'étaient pas converties, donc c'était frustrant. Mais cette année, il y a le plaisir et il y a les buts. Donc tant mieux pour l'instant et que ça continue ainsi. Et donc, Gabin, toi, t'en as pensé quoi? Perso, c'est pas un match que j'ai regardé, mais ouais, c'est surtout, enfin, le score après, je sais pas si ça a été si simple que ça. A priori, non, il y a l'air. Mais bon, on va dire, il s'impose d'entrée, quoi. On n'attendait pas forcément Manchester United dans les favoris. Enfin, de mon côté, je les voyais pas grands favoris, on va dire. Et là, bon, certes, c'est West Ham et Swansea, mais bon, Oui, quand même, il y a les buts qui sont là, il y a les actions, il y a le jeu qui a l'air plutôt pas mal, je pense. Et quand on voit l'équipe, ça fait un peu peur, quoi. On se dit, quand on voit les bonhommes en face, là, surtout le recrutement de Lukaku, moi, je me suis dit, bon, il va arriver à Manchester, peut-être avoir une petite période d'adaptation. Pas du tout, quoi. C'est direct, cash. On prend les buts et puis voilà. Donc ouais, s'il continue comme ça, faut vite faire attention au niveau du haut du classement, qui parte pas trop loin, quoi. Et donc, oui, à toi, Chahine, du coup. Ouais, j'ai regardé le match aussi, enfin j'ai plus regardé à partir de un peu avant le 1-0. Et ouais, il y a eu une période en deuxième mi-temps où Swansea avait le ballon, entre guillemets. Oui. Il tentait des centres un peu sur Abraham, mais bon, ça marchait pas trop. Il y avait le roi Fer qui était assez actif. Mais je voyais bien qu'il n'arriverait pas à marquer, qu'il n'était pas très très dangereux. Et après, Martial et Fellaini sont entrés et ils ont déroulé. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, ce que j'ai remarqué pour Swansea, c'est qu'en attaque, ils manquaient d'un Gomis ou d'un Boni, en fait, d'un attaquant qui prenait les centres. Parce que c'est vrai que Tammy Abraham, il n'a pas du tout pesé sur la défense d'United. Aussi, donc... vas-y, si tu veux, Geoffroy. Non, je veux juste rajouter que la différence, c'est aussi qu'on joue avec une confiance. Par exemple, pour moi, Jones, c'est un très très bon défenseur. C'est juste dommage qu'il était beaucoup blessé. Mais du coup, Jones Bailly, pour l'instant, je pense qu'au niveau duel aérien, c'est déjà très très compliqué de peser face à eux. Physiquement, ils sont costauds, ils sont assez rapides, ils ont un bon placement. Donc au niveau défense centrale, je pense que ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que il leur fallait un mec comme Gomis, voilà, qui va bouger un peu, qui va remuer, qui est assez costaud, une présence et tout ça. Mais finalement, en première ligue, il y en a plus tellement des joueurs comme ça, Oui, je trouve. À part, par exemple, un Harry Kane qui va pouvoir poser des problèmes à ce niveau-là. Mais il faut que le reste de l'équipe suive, quoi. Parce que là, oui, Abraham était trop esselé. Et puis bon, après, ils n'étaient peut-être pas dans l'optique, à part à la fin de match où ils ont essayé. Mais bon, ils se sont dit, on va peut-être attendre une erreur, quoi. Et puis bon, cette année, a priori, pour l'instant, les erreurs, on en fait moins. Donc, et donc, ma question pour United, c'est est-ce que United est guéri offensivement? Parce que vous avez déjà marqué 15% de buts en première ligue par rapport à la saison dernière. Voilà. Donc, je crois. Pour moi, il y avait 2-3 choses à régler et elles ont été réglées pour l'instant par le mercato. Okay. Personnellement, j'attendrais un ailier droit qui peut apporter des centres. Même si on a Lingard qui est très décrit. mais du coup, non, pour être sérieux, Matic, je pense, a vraiment stabilisé. C'était le joueur qu'il nous fallait dans le sens où on fait signer Carrick, on le met en capitaine. Matic joue 3 matchs. Il a sa place à 1000%. Il permet aux autres de se libérer, même aux ailiers de moins défendre, parce que lui, son abattage, son placement sont phénoménal. Et en plus, le mec a du ballon, en sachant qu'il était assez décrié
par les fans au début, il le voulait pas trop, tout le monde parlait de Fabinho, mais je pense que Mourinho savait ce qu'il faisait avec lui. Et puis après, quand on rajoute un mec comme Lukaku, entre guillemets, à la place de Zlatan, du coup, voilà. Et ben après, petite info, Zlatan a ou va signer, je sais pas si encore officiel. D'ailleurs, il va. Je voulais réagir à ça. Je sens qu'en fait, tout risque d'être un peu déréglé, parce que je vois mal Zlatan signer pour être remplaçant. Ouais. Je suis d'accord. Et donc, je sens que en fait, vous allez devoir le mettre titulaire, par exemple, en soutien de Ibrahimovic, de Lukaku, ou à 2 pointes. Et je sens que là, vous allez tout devoir reconstruire, entre guillemets, et ça va être compliqué. Ouais, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur aussi, à voir ce que Mourinho compte faire, comment il a présenté la chose à Zlatan. Après, il ne faut pas oublier que Zlatan, l'année dernière, il y en a beaucoup qui râlaient un peu, mais le mec, il a marqué un nombre incalculable de buts, il sauve des matchs à lui tout seul. Enfin, on ne peut pas dire non, on ne le veut pas, quoi. Le mec qui dit ça, il est un peu fou, parce qu'il ne faut pas non plus cracher sur un mec comme Zlatan, quoi. Il peut apporter, mais je suis d'accord, pour moi, il devrait apporter pour faire souffler Lukaku. Voilà, c'est comme ça que moi je l'utiliserais. Qu'il accepte ce rôle. Ouais. Et aussi, tu avais dit que Matic avait été décrié, mais c'est pas autant que d'ailleurs qui avait été cité un peu chez vous. Alors lui, j'avais l'impression qu'il savait pas jouer au foot quand je lisais vos supporters en parler. Catastrophe. Ouais. Je comprends pas. Mais bon, après c'est des gens qui regardent vraiment tous les matchs, avec notamment. Parce que bon, d'ailleurs, forcément, moi en tant qu'anglais, je le suis avec la sélection beaucoup aussi, donc je le vois dans différents cadres et à chaque fois, c'est un joueur qui me plaît bien, quoi. Puis bon, il est quand même essentiel dans votre entrejeu. Ouais. C'est quelque chose. J'ai hâte de le revoir à son vrai poste au milieu défensif. Ouais. Et ma dernière question, donc pour vous tous, c'est est-ce que Martial a une chance d'être titulaire? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui le veulent. Et, Tottenham. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux que ce poste de super sub, en fait? Donc, Shaheen, vas-y, commence. Moi, je pense quand même que, vu les performances qu'il a depuis le début, il mériterait d'être titulaire à la place de Rashford. Mais bon, vu que Ibrahimovic va signer, je sais pas du tout comment ils vont fonctionner, donc ça va être encore plus compliqué pour lui. On verra. Vas-y, Gabin, à toi. Ouais, je rejoins l'avis de Shane par rapport à la signature d'Ibrahimovic. Après, c'est sûr, il mériterait sa place aussi. Et puis, le problème, c'est à son prix qui est aussi à rentabiliser, on va dire. Ouais, mais plus le voir partir vers après d'une saison, parce que je crois qu'il avait aussi quelques embrouilles avec Mourinho la saison dernière. Donc, voir si c'est peut-être pas mieux un départ de son côté, si vraiment sa situation elle se débloque pas, quoi. Oui. Donc, vas-y, Geoffroy. Ouais, je suis alors juste donc 2-3 choses sans pouvoir en dire trop non plus, mais comme je connais un peu l'entourage du joueur et le joueur en lui-même, du coup la saison dernière est une saison très compliquée par rapport notamment à des problèmes extrasportifs. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que je pense que les personnes qui ont été entraîneurs de foot peuvent le savoir. Un bon joueur qui n'a pas l'attitude, et ça ne veut pas forcément dire qu'il fait de la merde, hein, mais qui n'a pas l'attitude correcte et qui ne fait pas ce qu'on lui demande, ne jouera pas. Et souvent, les gens autour, que ce soit à des niveaux très bas, les parents ne vont pas comprendre pourquoi on ne fait pas jouer à tel joueur alors qu'il est meilleur qu'un autre. Faut pas oublier que quand on dit à un joueur voilà, tu rentres et qu'il veut pas et que ça crée des problèmes au niveau du groupe. Alors juste pour apporter une petite précision, Mourinho l'a beaucoup aidé et il n'y avait pas de problème en soi. Et la dernière sortie qu'il a fait là, Mourinho confirme un peu les choses, donc en disant que il parle beaucoup. Le projet est très clair. Martial va jouer, va être titulaire. Et surtout s'il fait des performances comme ça, parce que bon, la saison dernière il y a eu des matchs où il a joué et il n'a pas été très bon, mais ça on l'oublie vite, et donc forcément on a envie de le voir. Moi aussi j'ai envie de le voir. Ça m'énerve un peu sur Twitter, il y a un Martial FC qui s'est créé avec des fans absolus de Martial qui veulent le voir lui, quitte à ce que, enfin je vais être un peu, voilà, pour certains, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a qui préféraient que Manchester perde si Martial ne joue pas. Moi ça me dérange un peu, quoi. Après je peux comprendre qu'on ait envie qu'il joue, qu'il a un potentiel de fou, moi le premier, hein, je suis super content quand il joue, quand il rentre, quand il marque.
voilà, j'aimerais le voir titulaire, surtout que Rashford, sur les 2 derniers matchs, il n'a pas été transcendant, il a fait son boulot. Hein. Mais bon, voilà, si Martial sait répondre aux consignes, enfin appliquer les consignes et sait répondre présent dans les matchs, comme il le fait là, à mon avis, il va très très vite être titulaire et très très vite ça va faire mal. D'accord. Merci. Maintenant, on va passer à Southampton West Ham. Donc 3-2 pour les Saints. Et Gabin, c'est toi qui vas commencer du coup. Ouais, bah oui, forcément. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah déjà, ça fait, on va dire, du bien de cadrer des tirs comparé au premier match. Non, mais au premier match, c'était une hécatombe, quoi. 29 tirs pour 2 cadrés. 29 tirs. Ah, j'ai pas raté. Ouais, ah ouais. Si, il me semble, au final, ça doit être ça, mais enfin, au bout d'un moment, dans mes live tweets, je disais, oh. Ah oui, c'est ça, 29 tirs, 2 cadrés. Je me narguais moi-même, je disais, autant de tirs, 2 cadrés, super, quoi. Enfin bon, on va revenir à ce match-là, et ouais, une victoire, je dirais logique, parce que West Ham, dans le jeu, ça a été vraiment, je sais pas, j'ai trouvé des fantômes, quoi, des occasions. Au niveau des stats, c'est un peu trompeur, je dirais, parce que les seules occasions que j'ai vraiment vues, c'est en début de match, quand Arnautovic était encore sur le terrain, et les 2 buts d'Hernandez, quoi. Sinon, et encore, les 2 buts, c'est, je sais pas si tout le monde les a vus, c'est un peu de la chance, quoi. C'est le cadeau, qu'il a mis de sa carrière, quoi. Ouais. Donc, ouais, mais sinon, il est présent où il faut. Ouais, voilà, c'est ça. C'est du Charitos. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Après, je crois qu'il y a pas le jeu à la Claude Puel qui était franchement, j'ai pas mâché mes mots, mais dégueulasse à regarder, quoi. Donc non, mais faut être clair et net. Certains matchs c'était bien regardé, quoi, mais la plupart c'était pas terrible. Là, on voit que Pellegrino a porté sa touche, on voit sa tactique, elle est différente de celle de Puel, même s'il y a des similitudes, et pas mal de possessions, pas mal de contres et du beau jeu, ça fait plaisir à voir, en espérant que ça continue, quoi. Oui, donc à toi, Geoffroy, pardon. Ouais, moi je suis plutôt d'accord, en sachant que, ouais, comme dit, Chicharito marque vraiment 2 buts à la Hernandez, quoi. Donc du coup, il est là au bon moment, au bon endroit. Je pense pas que tous les attaquants en première ligue soient capables de faire ça. Donc du coup, je pense que Southampton cette année a quand même une petite carte à jouer. Ils n'ont pas perdu trop de joueurs. Ils n'ont pas vendu à Liverpool, donc ça c'est une bonne chose. Mais du coup, pas encore. Ouais. Pas pour l'instant. Ouais. Mais du coup, non, je pense qu'il peut se créer une petite dynamique. La victoire, enfin, c'est 3 points arrachés en fin de match, c'est toujours super important parce que ça peut lancer quelque chose. Ça peut créer un groupe, etc. Donc c'est vraiment, moi, je suis plutôt satisfait quand j'ai vu ce match-là de la réaction de l'équipe. Et puis, à toi, Chahine. Ouais, je suis d'accord un peu avec vous. Chicharito qui était là au bon moment, Arnautovic qui prouve que c'est un peu un joueur débile, malgré un certain talent, on va dire. Et ouais, Charlie Austin qui n'avait pas marqué depuis plusieurs mois, je crois. Ouais, c'était la victoire surtout dû à sa blessure. Donc, là, ouais, qui offre la victoire sur le 2e penalty du match. Ouais. Donc voilà. Mais bon, donc là, les deux penalties sont logiques. Hein, quand on voit, enfin, le 2e, faut le siffler quand même. Mais je veux dire, le premier. Ouais. Donc, un détail. José Fonte qui vous a fait un cadeau. Ouais, ça va, lui, ils ont fait pas mal de cadeaux parce que sur le premier but de Gabbiadini, il se fait complètement enrhumer. Donc, franchement, à la ramasse. Enfin, franchement, depuis qu'il est parti à West Ham, c'est la cata. C'est un joueur que j'adorais et que j'adore toujours. Personnellement, c'est un bon gars, quoi. C'est souvent les anciens joueurs comme ça du club, surtout lui, il fait vraiment partie de l'histoire du club. Voilà, ça marque. Donc, on peut pas avoir une haine contre lui, malgré qu'il soit parti. Mais je voyais direct dès les premiers matchs à West Ham, reprenez-le, pourquoi on l'a acheté? C'était un peu. Ouais. C'est vrai que West Ham c'est très très faible, hein, quand même.
enfin, c'est vrai que la semaine dernière, ils se sont confrontés à United quand même, mais il n'y avait rien en face. Voilà. Mais quand même, là Southampton, quand même, c'est pas United, je suis désolé. Mais Oui. voilà, ils ont rien proposé. Je veux dire, même Southampton, ils auraient pu en marquer 6. Bon, après, voilà, ils ont quand même des problèmes de finition. Ah oui, bah surtout qu'il y a eu 2 barres dans le match. Oui, voilà, donc, c'est ça. ouais, il y a un peu un 5-6 buts. Quoi. Mais enfin bref, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé avec les Saints, c'est que j'ai eu un petit moment de nostalgie en fait. J'ai l'impression d'avoir retrouvé les Saints de 2014 en fait. L'équipe qui est arrivée 8ème au classement. Et la question c'est est-ce qu'on peut avoir une équipe, une saison similaire à celle-ci? Bah ouais, tout est possible. Après, comme j'ai dit, Oui, Pellegrino propose un nouveau jeu qui est beaucoup plus intéressant. Quand on voit il y a beaucoup de possession par rapport au déplacement dans l'équipe. On a surtout, enfin ça c'est un peu habituel depuis quelques années, les ailiers. Donc là c'était Bertrand qui monte dès la récupération, qui sont limite en position d'attaquant quoi. Donc on voit vraiment la charnière Yoshida Stephens qui était à la. Oula, par contre Gabin, fais gaffe, tu bugs un peu je crois. Et tout de suite. Ah bon? Oui. Un petit peu. Ah. Ouais, quelques coupures. Je répète. Oui s'il te plaît. Donc je disais au jeu Pellegrino proposé dès une récupération de balle, on voit vraiment les ailiers, donc Cédric et Bertrand qui montent tout de suite vers l'attaque et qui proposent 2 solutions en plus quoi. Donc ça fait vraiment un gros bloc offensif. Mais par contre dès que la balle est perdue, c'est du coup Tadic et Redmond ou Arlott Davis, mais Tadic il descendait aussi pas mal, qui viennent en défenseur quoi. Donc il y a vraiment un bon bloc des deux côtés, que ce soit offensif ou défensif par rapport aux possessions de balle. Donc ça fait plaisir. Tu aurais qu'un milieu qui est assez solide, et surtout Roméo et là Lemina qui a fait un bon premier match, qui était un petit peu sur la retenue on va dire, pas vraiment dans les duels, mais bon ça c'est l'adaptation Première Ligue. Mais sinon il était plutôt convaincant dans son match. D'accord. Donc, est-ce que tu... Bon, moi, ce que j'aime bien dans cette équipe de Southampton, c'est que, contrairement, justement, c'est un peu marrant, parce que ce match-là, on a pu le voir, West Ham qui a, depuis 4-5 ans, à chaque fois sur le papier, une équipe où on se dit « Ah, c'est pas mal, c'est sympa et tout, ça va jouer », puis qui est fin nul. Et au final, Southampton, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression, alors... que c'est un peu le Monaco de la Première Ligue. Alors je vais l'expliquer dans ces propos. C'est qu'en fait, chaque fois que vous vendez des joueurs, vous arrivez à les remplacer intelligemment par un nouveau mec qui va venir et prendre la place sans faire de bruit et qui finalement va exploser dans l'équipe pour directement la première année, quoi. Et ça, je trouve ça super intéressant et super intelligent quand on est un club qui a pas forcément des moyens de recruter des méga joueurs à prix d'or. C'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est juste qu'on est radin quoi. Bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose alors. Non mais je veux dire, quand on voit certaines équipes qui mettent je sais pas un 30 millions sur n'importe qui, genre ça me fait penser il y a 2 saisons je crois le Sunderland 20 millions sur Ndong, jamais on a rien sur Ndong. Si on mettait 2 millions c'était bien quoi. Ouais, mais surtout que vous n'en avez pas besoin parce que vous arrivez. Bah ouais. Toujours, tu sais, je faisais le comparatif avec Monaco qui vend un Kurzawa qui a un Mendy, qui vend un Martial qui a un Mbappé, qui vend des milieux, et puis tu as un nouveau milieu qui sort. Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un renouvellement qui se fait chaque année, même si vous vendez des joueurs, vous arrivez quand même à chaque fois à ressortir des super joueurs derrière. Et je pense que si le club montre un tout petit peu plus d'ambition à garder ces joueurs-là, comme il le fait cette année, justement, en ne vendant pas. Ouais, par exemple. On va pas revenir sur ce cas-là après s'il faut. Pas mal de... Là, si on parle du mercato après. Oui. Ouais, oui. Mais par rapport aux dépenses. Mais... Oui, vas-y, ma question c'est est-ce que Southampton ils n'ont pas un traumatisme par rapport à 2009, par rapport à la banqueroute qui a mené à une rétrogradation en 3e division, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme par rapport à ça aussi? Bah, c'est sûr, ça fait partie de l'histoire. Après, justement, on peut se dire qu'on est revenu de très très loin, parce que oui. On était con. Oula. Ça en avait rendu heureux pas mal, du côté de Portsmouth surtout, mais au final, c'est bien fait pour eux parce que c'était l'inverse. Et c'est la rivalité qui parle. Et non, franchement, quand on voit, on vient de loin.
sachant que Southampton qui se débrouillait pas mal quand même. Enfin, se débrouillait. C'était dans le ventre mou en première ligue, l'ancien temps, on va dire. Donc, traumatisme, pas vraiment, parce que là, le club a été racheté, donc niveau finance, on est Ah oui, j'ai oublié plus ça. que pas mal, quoi. Donc, non, traumatisme, non, c'est juste que, comme je disais, on a du mal à dépenser l'argent et c'est sûr, c'est pas un moindre mal parce que quand on voit par exemple des stocks qui. Enfin, je connais pas les montants, mais qui recrutent des joueurs à grand nom, on va dire, avec Shaqiri, Imboula. Ressé, même si Ressé, ces dernières années, c'était compliqué, mais nous, on recrute un peu des joueurs sortis de nulle part. Et au final, ça fait l'affaire, quoi. Genre le Roméo. Moi, quand il a signé, je me suis dit, waouh, pourquoi il signe, quoi. Je comprenais pas. Même Bertrand, qu'on a eu en prêt tout début par Chelsea, qu'on a réussi à faire signer, au final, Bertrand, pour moi, c'est un des meilleurs latérales gauche de première ligue. Ouais. Derrière Danny Rose, je dirais, parce que de toute façon, c'est ça en équipe d'Angleterre. Mais ouais, on sort des joueurs de leur trou et qui font plus que l'affaire. Donc, moi, j'aime beaucoup personnel. Redmond, par exemple. Ou Ward-Prowse. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais, Ward-Prowse, le souci, là, j'ai trouvé dans ce match-ci, c'est. En fait, c'est que, moi, Ward-Prowse, c'est un pur produit de l'académie, quoi. Il est là depuis. Je crois que c'est 8 ans et au club, donc lui, c'est vraiment limite un futur capitaine du club, quoi. C'est un joueur que le jour où il partira, j'aurai un gros pincement au cœur, quoi. Mais ça, en fait, qui m'a dérangé, c'est de ne pas le voir titulaire, parce que c'est toujours un joueur qui fait ses matchs, qui s'impose dans l'équipe, et dès qu'il y a besoin de quelqu'un à mettre au milieu, c'est lui qu'on jette, quoi. Donc c'est un peu dommage. Sinon, donc on a tout dit dessus, c'est bon? Ouais. Rien à ajouter. Oh. Donc là, on va passer donc à l'Europe, parce que là, cette semaine, donc c'est les barrages de la Ligue des Champions de la Ligue Europa. Et les deux clubs de Liverpool sont en passe de se qualifier, donc Liverpool en Ligue des Champions et Everton en Ligue Europa. On commence par Liverpool, qui ont gagné donc la semaine dernière 2-1 à Hoffenheim, avec un excellent Trent Alexander-Arnold d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de Liverpool? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être le 5e club anglais en Ligue des Champions? Donc moi j'ai suivi un peu le match un petit peu de loin, on va dire, mais de ce que j'ai vu, Hoffenheim a super bien joué et méritait vraiment mieux que ça. Mais donc si j'ai bien compris, Liverpool a été très efficace et a réussi à gagner le match avec un but d'écart et 2 buts à l'extérieur, qui pourra, pour moi, leur permettre de se qualifier. À toi, Geoffroy, du coup? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord dans le sens où, moi du coup pour le coup j'ai regardé le match jusqu'au but de Milner, après j'ai éteint, ça m'a énervé. Donc du coup, puis Hoffenheim qui loupe qui commence très très bien le match et qui loupe un penalty scandaleux, quoi. Il fait une passe au gardien. Donc du coup, forcément, Liverpool qui ouvre le score à l'extérieur, Hoffenheim donc qui doit marquer et qui finalement continue de bien jouer. Liverpool fait le match qu'il faut parce qu'ils attendent, même s'ils font 1-1 au final, c'est un bon résultat. Donc là, le fait de marquer ce deuxième but, un peu, moi j'appelle ça un but chanceux, parce que bon, je pense pas qu'il veuille la mettre là. Milner, il fait un genre de centre loupé et puis elle va lober le gardien. Et du coup, 2-0, tout bénef. Bon, disons que le seul espoir que j'ai, c'est qu'ils se prennent un but en fin de match, mais je vois pas du tout Hoffenheim, même s'ils jouent de la même manière qu'ils ont joué là, aller gagner en Anfield. Je vois pas, non, pour moi ça passera pas. Et toi, Gabin, tu vois Lovren faire un grand match? Lovren, oui, bien sûr, Lovren, excellent joueur, c'est bien connu. Non, pour revenir plus généralement à Liverpool, ouais, ils sont larges de se qualifier, quoi, même si Hoffenheim, Oh là, ça coupe. On a perdu. Oui, on a perdu Gabin, je crois. Est-ce que ça va mieux? Ah, ça va mieux, c'est bon. Ça va mieux? Oui. Ouais, ok. Ouais, désolé, j'ai eu quelques soucis. C'est pas grave. Ouais, donc je disais, Liverpool, oui, est totalement capable de se qualifier, quoi. Les 2 buts à l'extérieur, forcément, ça change tout. Après, il faudra faire attention de pas subir la pression d'Anfield, mais ouais, c'est sûr, ils peuvent se qualifier. Peut-être pas facilement, mais ça devrait faire l'affaire.
D'accord. Moi, ce que j'ai aimé avec Liverpool, c'est quand même comment dire, les lacunes défensives qui ont été un peu comblées parce qu'ils ont quand même pris qu'un but à Offenheim et ils ont fait un clean sheet comme ils ont joué contre qui ce week-end? Ils ont joué Crystal Crystal Palace. Palace. Ouais, après c'est Crystal Palace, mais voilà. Non, Crystal Palace quand même, ça commence à prendre un peu la sauce de fond de beurre, mais ça va mettre du temps, je pense. Mais en tout cas, Liverpool a quand même préservé le clean sheet et je pense que là, Klopp a quand même fait un petit pas en avant par rapport à ça. Vous en pensez quoi? Si quelqu'un veut parler, oui. Alors moi, ce qui me surprend à Klopp par rapport à la défense, c'est qu'il se dit satisfait de sa défense, quoi. Oui, ça c'est vrai. Quand on voit Lovren, bon voilà, franchement, Lovren. Je pense qu'au niveau aérien, ils sont en galère quand même. À mon avis, ils vont se prendre des buts. Ils font beaucoup d'erreurs, même le gardien, comme Mignolet, c'est pas la science tout risque. Et ils font quand même beaucoup d'erreurs en défense. Je sais pas, moi je suis pas convaincu. Je pense, Crystal Palace a beaucoup loupé. Je crois que c'est Benteke qui loupe une occasion de fou là. Ouais. Et du coup, bon, ils sont un peu chanceux. Après, vu le match contre Offenheim et la manière dont Offenheim a attaqué et a joué, oui, ils ont été solides, franchement, parce qu'il fallait les arrêter, Offenheim. C'était pas non plus la tâche la plus facile. Et si Offenheim ne marque pas dans les 20 premières minutes, à mon avis, ils n'ont aucune chance, quoi. Ouais, c'est vrai. Et quand il y aura, si Sadio Mané est toujours présent, il peut rien leur arriver à Liverpool. C'est un peu leur seul joueur en ce moment, parce que Coutinho, on sait pas trop, et puis les autres. Ouais, voilà. Mané, c'est celui qui sauve les meubles, comme déjà l'année dernière. Et pour moi, c'est leur pièce maîtresse. Si lui, il est plus là, je sais pas. C'est ça justement le problème avec Liverpool, c'est que l'attaque, ils sont bien renforcés avec Salah, quoi. Je pense qu'il va apporter au bout d'un moment. Mais enfin, c'est niveau défense et gardien, il leur manque vraiment un grand gardien, enfin un gardien un peu plus connu, parce qu'ils ont été chercher Karius saison dernière, je crois. Oui. Au final, c'est au même niveau que Mignolet, quoi. Donc, le problème, c'est que Karius, en fait, il a commencé blessé, en fait. Je crois qu'à la première séance d'entraînement, il s'est blessé et ça l'a pas aidé pour notre patient. Qui ça? Loris Karius. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, on va passer à Everton. Donc eux qui ont joué à domicile contre les Croates de la Duke Split. 2-0. Et donc là, ils vont jouer donc le retour là-bas en Croatie. Vous pensez que Everton peut aussi se qualifier tranquillement? Oui. Shane, oui. Ouais, ça fait du bien, les deux buts d'écart. Car au pire, ils perdent d'un but, ou ils font un petit match nul et c'est bon. Je pense que même en faisant tourner un peu l'effectif, ils pourront se qualifier facilement. Ils en auront besoin, oui. Ouais. Sur le terrain, à mon avis, ça ne devrait pas poser de problème. Après, c'est plus en dehors. Oui, ce qui s'est passé à Everton, c'est assez scandaleux. Ouais, c'est scandaleux. Et après, l'ambiance là-bas, par contre, va être méga électrique. Ils vont vraiment vouloir intimider les joueurs d'Everton. Ouais. Mais il y a des cadres quand même dans cette équipe, à mon avis. Ils vont... Sur le terrain, en tout cas, je pense que ça ira. C'est pour ça que je dirais que ce ne sera pas si facile que ça, quoi. Certes, ils ont une bonne avance de début, c'est toujours un début. Ça va être assez sous pression et comme ils ont joué là lundi, enfin je crois ils jouent quand jeudi du coup, je pense l'Europa League, peut-être ça. Jeudi. Bon, il y a le déplacement aussi à faire en Croatie, c'est pas forcément toujours évident. Donc, ouais, je dirais pas très facilement. Après, ils vont sûrement se qualifier, mais il faudra faire attention, pas négliger Split quand même. Et ça fera du bien d'avoir un autre club en Europa League, surtout Everton, car West Ham, je sais plus si c'était les 2 dernières années, ont été éliminés par un club roumain. Il la joue pas, au moins Everton jouera un petit peu son retour en Europa League, ce qui m'énerve grandement quand des clubs sont en Europa League et en Europa League ou dans une Coupe d'Europe et qu'ils la jouent pas juste pour se requalifier l'année d'après. C'est quoi ce cercle? Je pense à un club. Le souci qu'il va avoir, je pense, avec Everton, c'est en cas de qualification, c'est d'avoir l'effectif pour jouer sur tous les tableaux, quoi, parce que... Moi, je pense qu'ils l'ont, l'effectif. Ils l'ont, leur banc, ça va, mais... ils pourront mettre gens qui peuvent pas se permettre trop de blessures. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et on sait que Everton, il y a souvent les Coleman, Baines qui se blessent très longuement, plusieurs mois. Plus, on verra.
Mais bon, vu leur mercato, je pense qu'ils ont les moyens de pouvoir jouer les deux compétitions. Ça devrait aller. Donc Liverpool, s'il se qualifie, il y aura donc 5 clubs anglais en Ligue des Champions. Vous en pensez quoi? C'est magnifique. Ça fait du bien au foot anglais. En espérant que sur ces 5, il y en ait au moins un ou deux en quart de finale, voire en demi ou en finale. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Je préfère avoir 3 clubs qui jouent vraiment le truc et qui vont loin, plutôt que d'avoir 5 clubs et que bon, il y a déjà pas Arsenal qui va pas se faire virer, donc du coup c'est tôt, donc ça c'est déjà bien. Et du coup, Il y a Tottenham. ouais, mais Tottenham, s'ils jouent un peu sérieusement, ils ont moyen peut-être de sortir du groupe. Et Liverpool, on sait très bien que c'est une équipe de coupe. Et voilà, Mourinho, c'est un mec de coupe aussi. Donc, à mon avis, il l'a montré l'année dernière, quoi, même si c'était un peu dégueulasse par choix, mais la finalité est là. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Et on peut peut-être repartir sur peut-être un carré avec 2 équipes anglaises. Pourquoi pas, avec peut-être le Real, Barcelone, Bayern, ceux qui sont là d'habitude. Et puis, les équipes se rencontrent. Donc, au final, ça peut jouer... Ça peut être pas mal quoi, pour le foot anglais. Tout dépendra un peu des groupes qui sortiront, je sais pas si c'est jeudi ou vendredi. C'est jeudi, c'est jeudi, je crois. Ok, tout dépend des groupes aussi. Ouais. Tout dépendra de ça. D'ailleurs, si vous voulez... surtout que les chapeaux aussi. Oui, sur les chapeaux, j'avais parlé des chapeaux. Chelsea est dans le chapeau 1, comme c'est le champion d'Angleterre. Et City et United sont dans le chapeau 2. Ouais. Voilà. Et Tottenham et Liverpool seraient apparemment dans le chapeau 3. Ouais, c'est ça. Sauf si Tottenham, Nice élimine Naples ce soir et un club turc élimine Séville. Mais c'est ça, mais ça va être difficile. C'est impossible. Ouais. Ça va être très difficile. Ouais. Le chapeau 2 qui d'ailleurs est pour moi plus relevé que le chapeau 1 cette année. C'est vrai. Mais c'était voulu, je pense. C'était voulu par l'UEFA parce que, et je trouve ça bien qu'ils disent voilà, les clubs champions sont dans le chapeau 1. Pour moi, c'est logique. C'est logique. Oui. Mais c'est pas dans une logique d'avoir du méga groupe, quoi. Enfin, d'avoir des têtes de série, quoi. Donc, parce que bon, si tu te retrouves avec un groupe, je sais pas qui est petit champion, sans être méchant, quoi. Mais par exemple, bon, Benfica qui est quand même une bonne équipe, mais c'est pas, je veux dire, si tu chopes un Benfica, Manchester, et puis derrière t'as 2 équipes un peu moyennes, le groupe est assez faible entre guillemets. Alors que, ce qui ne veut pas dire que la grosse équipe passera, hein. On ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais du coup, je pense que par rapport à avant, où c'était toujours 2 grosses équipes, chapeau 1, chapeau 2, puis après 2 très mauvaises, des équipes de Macédoine, des trucs comme ça. Mais là, je pense que ça va être un peu... On peut avoir des groupes de la mort, comme on peut avoir des groupes un peu bidons, quoi, malheureusement. Comme le groupe de Leicester l'année dernière, avec Porto et 2 clubs très, très moyens. Bah t'as ça, et puis t'avais l'autre partie où il y avait le Celtic qui était avec, je sais plus qui, un groupe de fous, là, City et... Barça et Gladbach. Voilà, et qui là, et pour le coup, c'était un gros groupe, quoi. Parce que Gladbach, en chapeau 4, t'as pas envie de les prendre, quoi. Comme cette année, Leipzig. Moi, j'ai pas très envie de les choper. Ouais, je suis moins convaincu quand même. Quand même un peu. On peut les choper. Si vous voulez, maintenant on va passer à vos attentes pour la saison. Donc on va commencer par Gabin. Donc les Saints. Ouais, les attentes de la saison, c'est comme d'habitude de finir dans le top 8, ce qui est assez fréquent depuis plusieurs saisons et clairement l'objectif affiché du club. Et pourquoi pas les titiller à un barrage d'Europa League ou se qualifier directement en poule. Et essayer de repartir à Wembley, cette fois-ci gagner la coupe. C'est vrai. Pour le mercato, alors, donc il y a Virgile, on ne sait pas s'il est là ou pas. Là, justement, Van Dijk, il a repris l'entraînement. Il était en entraînement hier avec les U23. De toute façon, c'était programmé comme ça qu'il allait d'abord reprendre avec les jeunes. D'ailleurs, c'est déjà bien qu'il reprend l'entraînement collectif parce que bon, il a fait un peu sa pleureuse dans les médias. Donc, en soi-disant qu'on l'interdisait de l'entraîner, on lui a mis des amendes de 2 mois de salaire, etc., etc. Alors que quand il avait signé sa prolongation de contrat, c'était quand ? Hiver dernier, il me semble, il y a 1 an.
Il se sentait comme chez lui, sa famille adorait, il voulait pas partir pour voir un autre monde. Il était honoré qu'on le nomme capitaine, etc. Il se blesse en janvier et d'un seul coup, bim, dans sa tête, monsieur veut jouer plus haut. Bon. Après, le club est pas vendeur, mais bon. Personnellement, je préférerais qu'il parte parce que par rapport à ce qu'il a fait, vouloir absolument partir, c'est quelque chose et partir au clash, c'est quelque chose dont j'ai horreur. Soit à la mort du maillot, tu continues et tu restes sur tes engagements, soit tu pars. Non, mais au-delà de ça, un petit coup de gueule sur les transferts, je suis désolé, à partir du moment, enfin, moi, ce qui m'énerve en ce moment, c'est que tu signes un contrat pro de 4 ou 5 ans, c'est pas pour qu'au bout de 2 ans, tu veux quitter le club, quoi. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu signes, ben c'est ça, tu signes ton contrat, je suis désolé, le club, il reste maître du truc. Pour moi, ce qu'a fait le Milan AC avec Donnarumma, ça me dérange, mais absolument pas, au contraire, je les soutiens 1000 fois, quoi, parce que tu veux partir, tu feras la saison tribune. Voilà. Pas de problème, ça vient aussi avec Van Dijk, de toute façon. Mais c'est bien, mais c'est ça. Parce qu'il y a une interview du président. Ouais, Coutinho aussi. Ouais, mais lui, il jouera. S'il reste, il jouera, tu vois. Ouais. Parce que nous, on a eu une interview du président en semaine dernière, comme quoi il disait justement que le cas Van Dijk, c'était pour montrer que maintenant le club se laissait plus marcher sur les pieds et qu'on allait plus surtout que ça se faire piller comme chaque année. Et ouais, là maintenant, il reste 2 semaines. Et surtout, c'est ce qui m'horripile au plus haut point, c'est qu'on voit tous les soi-disant légendes de Liverpool, des mecs que personne connaît, mais ils sont décrits comme des légendes soi-disant, dire Van Dijk doit venir. Le club n'a reçu aucune offre, mais vraiment aucune, pour lui. Donc à partir du moment où personne ne fait d'offre, c'est difficile de le vendre, quoi. Voilà. C'est clairement. Bon. Après on verra, mais le président l'a dit qu'il n'était pas avant de ce mercato, donc on verra ce que ça donne à l'hiver, parce qu'à mon avis, il n'est pas prêt de rejouer, il n'y a eu aucune préparation, ni rien. Il revenait de blessure, donc il s'est soigné sa blessure. En attendant, il s'entraînait seul quand il venait parce que, soi-disant, il avait été malade ou l'entraîneur n'avait plus de nouvelles de lui. Bon. Oui, c'est les petits blessures au dos de Coutinho et de Dembélé et compagnie, quoi. Lui, c'est soi-disant un virus, mais bon. Un virus, mais pour que ça fidèle sur les réseaux sociaux, bizarrement, ça ne le gênait pas. Donc, bon. D'ailleurs, mais ça va être compliqué. C'est un cas compliqué à gérer, c'est pour ça, vivement la fin du mercato. Ouais. Qu'on soit tranquille. J'allais parler justement de Wesley Hoedt. Je sais pas comment ça se prononce son prénom. Ouais, j'ai pas trouvé comment on prononce non plus. Oui, donc, on verra bien. Hein. Et donc, c'est le néerlandais, un défenseur néerlandais de la Lazio, qui devrait signer pour 13 millions d'euros environ. Plus il y a 2 millions de bonus aussi inclus dans le deal. Donc, mais normalement, tout est réglé. Il y a l'entraîneur Inzaghi, le frère de Pippo Inzaghi, et le directeur sportif, je crois. Ils ont annoncé ça en conférence de presse, donc quoi, tout était réglé. Ils venaient chez nous, quoi, mais pour l'instant, aucune annonce officielle. Peut-être, pourquoi pas ce soir ou demain. Quoi. D'accord. Donc, oui, mais ça a été déclaré comme quoi il était remplaçant de Fonte seulement, pas de Van Dijk. Ça, c'est plutôt rassurant. Un remplacement tardif. Mais... C'est rassurant, non? Ouais, c'est sûr. Rassurant, oui, parce que au niveau de notre défense, là, ça fait le boulot quand même. Moi, il y a surtout Stephens que j'adore. On a été le chercher dans l'académie la saison dernière et franchement, il fait bien le boulot. Et c'est Yoshida qui sûrement perdra sa place, mais Yoshida, ça fait quelques saisons quand même qu'il est là et jamais vraiment eu sa chance en tant que titulaire. Mais quand il a dû faire l'intérim, il assurait plutôt pas mal et... oui, parce que... est-ce que tu vois, par exemple, Florine Gardoche assumer peut-être son transfert aussi? Pas du tout. Gardos, c'est... Le problème qui est... Non, c'est pas un mauvais joueur, ni un mauvais gars, loin de là. C'est sûr et certain. Je critique en aucun cas là-dessus, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment une grosse blessure et il y a eu plusieurs rechutes, et au final, il n'est jamais revenu, quoi. Donc là, on se dirige plus vers... Ce serait mieux pour lui un départ parce que, clairement, il n'aura pas du tout sa place, quoi. Donc c'est dommage pour lui et c'est triste, mais c'est la réalité des choses, quoi. Là, on va parler de Tottenham avec Shahin.
Bon, je pense que les vraies attentes, entre guillemets, c'est toujours le titre, hein, même si ça va être très compliqué cette année avec les deux clubs de Manchester et après peut-être Chelsea et Arsenal, on sait jamais. Même si je pense que ce sera plus à Manchester le titre. Mais bon, personnellement, j'aimerais au moins qu'on soit dans le top 3. Mais qu'en parallèle, on joue la Ligue des Champions à fond. Parce que on se qualifie pour la jouer quand même. Et ensuite, si on pouvait gagner une petite coupe, ce serait agréable. Et oui. Histoire de ramener des trophées. Ouais. Parce que depuis 2008, c'est assez vide, hein, Tottenham. Là, c'était vide. J'allais dire par rapport au transfert, est-ce que tu es content j'attends d'être content là dans la semaine qui arrive, parce que tout commence un peu maintenant, on va dire. Donc on a signé Sanchez pour 40 millions et quelques, qui est le record du club. Ouais, c'est qui Moussa Sissoko. Et oui, ça fait plaisir. Mais là, c'est depuis quelques jours, hein, toutes les rumeurs commencent à s'accélérer. Donc là, Sanchez... Excuse-moi de te couper. Normalement, pour Gazzaniga, c'est plus qu'une question de jour. Parce que j'ai relié un truc, je sais pas si tu avais vu, il y a... c'est un peu bidon, mais une boutique de coiffure dans la ville qui est assez courtisée par les joueurs. Ils ont annoncé, à la limite, sur des perles, ils ont dit merci pour tout, bon courage dans ton nouveau club. Oui. On entend dire que c'est fait, quoi. Donc je pense qu'il deviendra notre troisième gardien. Et j'avais vu aussi Adrien qui gère le compte Spurs FR avec moi, qui avait raconté une histoire sur la famille Pochettino et de Gazzaniga qui se connaissaient, je crois. Mais bon, il en parlerait mieux que moi. Ouais, je n'ai pas vraiment d'infos là-dessus. Je sais qu'il avait marqué un moment qu'ils étaient arrivés en même temps. Mais justement, je l'avais corrigé parce que Gazzaniga est arrivé 6 mois avant. Donc Sanchez a passé sa visite médicale, je crois, aujourd'hui, selon Sky Sports, qui devrait poser sous nos maillots, sous nos couleurs bientôt. Donc Gazzaniga, c'est censé être fait. Juan Foyth, qui devait signer à Paris, mais qui a fait le forcing pour rejoindre Pochettino. Alors lui, il est censé passer sa visite médicale en Allemagne, donc aujourd'hui ou demain, pour ensuite être officialisé au club. On a ensuite une info de l'équipe sur Serge Aurier qui dit que c'est fait avec le club et avec le joueur à hauteur de 25 millions. Mais que dans ce cas, il y a des problèmes au niveau des papiers, du visa du joueur, car il y a eu des problèmes judiciaires en France. Donc je ne sais pas pour vous si vous pensez que ça peut être une super recrue en remplacement de Walker. Bah non. Moi je trouve que c'est un peu dommage parce que vous avez des super arrière droits, que ce soit tu me corriges, mais je suis pas un expert de Tottenham, mais c'est Trippier, non, qui jouait. Oui, c'est ça. Et que moi je trouve très bon, et puis le jeune là que vous aviez Walker Peters. Ouais. Voilà. Attends, moi je comprends pas pourquoi en ayant les deux joueurs là, tu vas prendre un Serge Aurier que tu es sûr de rien, parce que bon, mentalité pas loin de zéro. Du coup, tu te retrouves avec un joueur qui, pour moi, est très bon. Hein, Aurier, je trouve très bon en termes footballistiques. Par contre, tu vas empêcher le petit jeune de se développer. Puis Trippier, qui a un avenir... il est anglais, non? Oui. Donc voilà. Donc, en fait, tu vois, c'est... Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, donc, Trippier, il a quand même, je crois, 27 ou 26 ans. Ce qui est pas non plus hyper vieux, mais pas non plus hyper jeune. Et en fait, donc l'année dernière, il a joué en Ligue des Champions et c'était vraiment catastrophique avec Davis. C'était vraiment limite ce qui nous a fait perdre les matchs, tellement ils étaient mauvais. Et donc, imaginons pendant le Boxing Day ou par exemple en février, quand on enchaînera les 3 gros, Trippier se blesse. Donc on va devoir mettre Kyle Walker-Peters. Et là, ce serait vraiment trop risqué. Alors que mais est-ce que faut pas prendre ces risques-là, parce que c'est comme ça que tu sors des jeunes, quoi. Je veux dire. Ouais. Mais bon, oui, je comprends. Hein, bien sûr, je comprends qu'il faut du. Aurier a eu une petite expérience en Ligue des Champions quand même. Il a fait des bons matchs. Donc, et je pense qu'il a envie d'avoir 2 bons latérales droits qui tourneront un match sur 2 ou un match sur 3. Et donc on a ensuite 2 autres rumeurs. Il y a Ryan Sessegnon qui s'est réveillé. Car une ancienne gloire du club, je crois que c'est Graham Roberts, je suis pas sûr, a annoncé qu'en fait le club allait signer un latéral droit, un milieu central et un joueur de championship. Et donc on a tous pensé à Ryan Sessegnon de Fulham,
qui est notre seule piste venant de Championship. Et longtemps que j'en parle en plus. Oui, mais il a prolongé récemment, donc ça s'était fortement calmé. Et en fait, aujourd'hui, Fulham a annoncé la venue de Rafa Soares, un latéral gauche portugais. Et donc, tous les fans de Tottenham ont commencé à se dire que c'était fait pour nous, ces Cédions. Ils se sont un peu emballés. Et la grosse rumeur, on va dire, de cet été, c'était Ross Barkley, mais qui s'est blessé un peu gravement plusieurs fois. Et du coup, ça retarde un peu tout. Et donc, le Independent annonce une offre qui va être faite cette semaine de 20 millions de livres sterling, plus 8 de bonus. Donc, on verra ça. C'est un peu notre objectif, car il pourra jouer à la fois 8, à la fois 10 et à la fois sur les ailes. 20 millions pour Barkley. 20 millions, ouais, un peu plus en euros, avec 8 millions de bonus. Sachant que Daniel Levy négocie fortement. Acceptera facilement, par contre. Ouais, il négocie depuis plus de 2 mois avec le président. Je crois qu'il y avait aussi une affaire avec Sigurdsson. En gros, les 3 clubs négociaient ensemble. Et après, il faut penser qu'il a plus qu'1 an de contrat et que sa blessure peut être grave, donc ça peut peut-être faire baisser le prix. Ouais, c'est sûr. Et ensuite, c'est un bon pari. Ouais, ça peut être un super pari. Car Dembélé est souvent blessé, donc il peut jouer 8. Ensuite, Ali est suspendu en Ligue des Champions. Donc il pourrait prendre sa place en 10. Et il pourrait jouer peut-être sur les ailes, comme il faisait cette saison à Everton. Donc pour tout le monde, ce serait le joueur parfait. C'est le joueur qu'on espère le plus. Et quelques infos au niveau des départs. Donc il y a Kevin Wimmer qui devrait partir, à coup sûr. Donc ça parle de West Bromwich, malgré des intérêts de Stoke et anciennement, je crois, de Southampton. Même si ça s'est calmé. Voilà, après, l'arrivée de Owet. Ensuite, tout le monde espère, pour la plupart, un départ de Sissoko, qui avait été annoncé à Marseille ou à Trabzonspor, mais ça sent pas bon pour un départ, car Lévy est très gourmand. Il veut pas le vendre moins cher que ce qu'on a acheté. Or, c'est un peu impossible. C'est compliqué. On s'est fait escroquer. Ensuite, il y a une offre de Las Véron, je crois, pour un prêt de Nkoudou. Mais bon, ça, je pense que ça va pas du tout se faire. Et enfin, il y a Danny Rose qui devra y avoir une réunion entre son agent et Daniel Levy cette semaine, qui serait décisive sur son futur. Donc on attend ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes sur cette fin de mercato qui devrait être très agitée chez nous. Je pense que ce sera le club qui fera plus d'arrivées et peut-être de départs de première ligue. Ouais, c'est vrai que vous n'aviez pas fait grand-chose là pendant tout le mercato. C'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que justement, ce que tout le monde critique un peu, parce qu'il n'y a vraiment pas de mouvement. Et puis pourtant, il y a. Enfin, moi, le seul truc qui me dérange, la question que j'aimerais te poser, c'est ce que tu dis, donc Barkley, c'est le joueur idéal et tout. Je suis d'accord en termes d'effectifs et tout ça, mais pour moi, ce n'est pas le joueur qui vous fera passer un palier. Est-ce que toi, tu penses que si ? Eh ben, en fait, comme a souvent dit Pochettino, il veut renforcer l'effectif avec des joueurs qui seront bons dans l'équipe. Donc c'est ce qui est logique, mais il veut pas forcément prendre, tu vois, des superstars à 60 millions qui feront des trucs que pour eux. Lui, il veut des joueurs qui font passer l'équipe avant leur personne, tu vois. Comme Eriksen et compagnie, voilà. C'est des bons exemples. Et par exemple, qui pour toi pourrait nous faire passer un palier, par exemple ? Dans ce cadre de recrutement-ci, personne. Parce que si tu veux passer un palier, tu es obligé de prendre un gros joueur avec toujours le risque qui va avec. Et que Lévy, je pense, n'est pas amené à prendre. Mais c'est ce qui m'inquiète un peu avec Tottenham, parce que quand tu as une équipe qui, pendant 2 années de suite, titille haut du tableau et à qui il manque vraiment pas grand-chose, mais juste peut-être un petit peu d'expérience, peut-être un leader un peu plus charismatique, je sais pas, je lance des pistes. Moi, je dirais, malheureusement, tente un truc, quoi. Achète un bon joueur, vraiment un gros joueur, et puis tu tentes de passer un palier avec ça, parce que sinon,
tu vas stagner, voire reculer, dans le sens où tu vas pas être moins bon que les autres années, mais tu as d'autres équipes qui se renforcent, comme par exemple Manchester United, ou par exemple, je sais pas, Liverpool qui va peut-être revenir, j'en sais rien. Mais du coup, tu vois, c'est un peu le risque. Je trouve que c'est dommage d'un club comme Tottenham, que c'est un club que j'apprécie, parce que c'est un club qui est toujours là, qui est présent et tout, mais à qui il manque un peu quelque chose, quoi, et c'est vraiment dommage. Pour réagir à ça, déjà, il y a quelques temps, il y avait beaucoup de fans de Tottenham qui rêvaient d'un retour de Gareth Bale, même si c'est très très peu probable. Mais c'est vrai que lui, par exemple, pourquoi pas nous faire passer un palier, vu que c'est quand même un grand joueur, et je pense que la Première Ligue, c'est son championnat, c'est fait pour lui. Et ensuite, en fait, par exemple, l'année dernière, beaucoup pensaient qu'on allait rechuter dans la 5e, 6e place, car on s'était pas énormément renforcé quand même. À part Wanyama, Janssen, Sissoko et Nkoudou, quoi, mais qui n'avaient pas forcément tous été utiles. Et au final, on a été plus fort que l'année d'avant, on va dire quand même. On a bien fini la saison, etc. On était quand même meilleur, alors qu'on avait l'effectif qui était pratiquement similaire. Et donc je pense que c'est ça que veut instaurer Pochettino. C'est le même effectif qui se renforce de 3-4 joueurs chaque année, sans forcément des gros départs, et qui progresse. Et pour l'instant, ça fonctionne. Donc, je vois pas pourquoi je changerais. On verra bien cette année. C'est vrai que si cette année, tu vois, ce que j'ai peur, c'est que si vous finissez 4e ou 5e, du coup, tu vas être dans tu bloques ta phase de progression. Alors que, logiquement, il faut finir premier, quoi, puisque vous êtes deuxième. Bon, pour moi, vous êtes 2 fois deuxième, puisque vous donnez la 2e place à Arsenal. Voilà, mais du coup, mais du coup, tu vois, tu fais 3e, 2e, il faut que tu vises la première place, ce qui est le cas, mais il faut te donner les moyens. Parce que cette année, comme disait, je crois, Gabin avant, tu as Manchester City qui se renforce à fond, tu as Manchester United qui peaufine sa machine, tu as Arsenal qui traîne toujours, qui est toujours un peu chiant, tu as Liverpool aussi qui peut faire des trucs, qui peut jouer les troubles faits, puis tu as Chelsea qui est une bonne équipe, mais avec la Ligue des Champions et tout ça, va peut-être avoir un peu plus de problèmes. Bon, mais je sais pas, je suis un peu dubitatif, ça m'embête un peu, ça m'embête pas en soi, parce que c'est tant mieux pour Manchester si c'est le cas, mais voilà, j'attendais un peu mieux de Tottenham, quoi. Et pour réagir à ça, le fait que les autres clubs se renforcent, Vertonghen avait dit il n'y a pas longtemps sur une chaîne, je crois, américaine, que le fait de voir que les autres équipes se renforcent en claquant des millions d'euros, quoi, et eux, ça les renforçait mentalement, ça leur donnait encore plus envie de battre les autres équipes pour montrer que sans mettre des millions d'euros dans le mercato, eux peuvent être meilleurs que les autres équipes. C'est un truc qui... Mais moi, j'ai une très grosse peur, c'est qu'on ne soit pas dans le top 4 cette saison et qu'on perde 3 ou 4 gros joueurs comme par exemple Dele Alli et Eriksen avant le nouveau stade. Ça, ce serait vraiment ma plus grosse peur. Ça, ce serait la catastrophe. Ce serait vraiment la catastrophe. Parce que c'est un risque de lâcher White Hart Lane pour créer le nouveau stade. Parce que on peut tout perdre en fait. Alors que c'est sûr. Après, tu peux relancer les dynamiques, mais oui. Si on perd par exemple à la fin de saison, je sais pas, Alderweireld, Dyer, Ali et Eriksen, on est quand même dans la merde. Ouais, là c'est mort. C'est pour ça que moi j'espère au moins le top 3. Et j'espère, même si je préférais quand même la Première Ligue, ce qui est logique, qu'on gagnera un titre, par exemple la FA Cup, le FA Cup, même si c'est pas grand chose, et qu'on sera au moins 8e ou quart de Ligue des Champions pour montrer que si on la joue, on peut faire quelque chose, quoi. Ouais. Okay. Du coup, on va passer à United. Donc du coup, je crois. Attends. Ouais, je pense qu'il n'y a pas tellement de choses à dire parce que au niveau des attentes, à mon sens, on doit jouer la Première Ligue qui est l'objectif principal, en sachant que Mourinho est un mec de coupe. On doit jouer la Ligue des Champions, même si, beaucoup diront qu'on n'est peut-être pas prêt et tout ça. Je suis pas persuadé qu'on soit si loin des grosses équipes et on sait très bien qu'en coupe, sur un match ou deux, tu peux très vite te retrouver avec une surprise. Ouais. Donc du coup, pour moi, on doit viser les deux là et se contenter uniquement d'une première ou deuxième place dans les deux
compète. Alors je m'exprime mal, d'une première ou deuxième place en première ligue, même si pour moi c'est la première place impérative, et d'un demi de Ligue des Champions. Et je pense que cette année, les coupes domestiques, on va peut-être un peu moins les jouer pour se concentrer sur le reste. Ce qui ne veut pas forcément dire, parce que je pense qu'on a un des meilleurs effectifs de première ligue cette année. Vous me direz après ce que vous en pensez, mais du coup, au niveau banc, au niveau jeunes joueurs, tu peux faire rentrer des mecs comme Pereira, comme Tuanzebe qui a fait un match de fou hier, ou comme Fosu Mensah, il a été prêté. Mais voilà, c'est autant des joueurs qui ont quand même un niveau pour aller battre une équipe en EFL Cup ou en FA Cup, quoi. Donc voilà, ça c'est au niveau des attentes. Je pense que c'est un peu ça qu'on vise. Et niveau recrutement, je pense qu'on a déjà comblé les lacunes. Si Zlatan re-signe, on verra ce que ça va donner. Bon, soit sur le papier, c'est bien, donc tant mieux. Et de ce que Mourinho a dit récemment, c'est que notamment par rapport à Martial, c'est que le 4e joueur qu'il voulait recruter, ce n'était pas un pur ailier, donc pas pour prendre la place de Martial. Donc je ne sais pas trop s'il parle de Danny Rose, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il a assez confiance en Luke Shaw, et que Luke Shaw a changé de mentalité aussi, ou du moins a compris un peu ce qu'on attendait de lui. Donc voilà, après, il y a vraiment besoin. Ouais, déjà. Après, hier, il prend un gros tacle, il se relève assez vite, donc bon, c'est toujours bien, quoi. Et du coup, après, est-ce qu'il y a vraiment besoin encore de recruter quelqu'un, en sachant que des joueurs comme Lingard sont des joueurs quand même d'effectifs, qui peuvent, on l'a vu la saison dernière, marquer des buts décisifs. Donc, des mecs comme ça, c'est toujours très utile. Et puis bon, t'as des mecs comme Ashley Young qui va faire 1 ou 2 matchs de FL Cup, et c'est pas le plus mauvais non plus, quoi. Donc du coup, je sais pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de mouvements à Manchester. Je ne crois pas trop, mais je sais pas. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour Rose, bon, je pense pas que ça se fera, car je pense pas qu'ils vont lui donner ce qu'il veut. Comme il avait dit, je veux aller à Manchester, retrouver ma mère, je sais pas quoi, pour toucher un peu plus de sous, en gros. Je pense pas qu'ils lui donneront ça cet été, même si, comme j'ai dit, il y a la réunion qui va se passer cette semaine, donc on sait jamais, hein. Mais bon, je pense pas. Après, ce qui est décisif dans le cas de Ross, c'est que, comme tu l'as dit, Geoffroy, si Mourinho fait confiance à Luke Shaw, il vaut mieux pas recruter Ross, quoi. Faut quand même te dire que sur l'aile gauche, on a Luke Shaw, qui est censé être le futur arrière-gauche de Manchester. On a Daley Blind, qui est pour moi pas un mauvais joueur, même si il est un peu décrié parce qu'il est lent, et voilà, mais pour moi c'est un super joueur. T'as Rojo qui peut jouer à gauche. Il y a du monde, quoi. Donc t'as pas besoin de rajouter un Danny Rose. Après, j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est jamais un vrai défenseur gauche qui est titulaire chez vous. C'est toujours un mec qui peut jouer à ce poste. En fait. C'est jamais un défenseur gauche, sauf quand Luke Shaw. Parce que Shaw est blessé, voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Après Blind, dans la tête de Mourinho, c'est pas un milieu, alors qu'à l'Ajax, il est plutôt milieu, relanceur. Bon, maintenant avec Matic, c'est mort. Et du coup, en défense centrale, faut pas oublier qu'il a fait meilleure défense d'Angleterre avec des mecs comme Smalling, quoi. Donc, c'est qu'il est pas si mauvais que ça, niveau placement et tout ça. Il a une super lecture de jeu. Après, avec nous, il me dérange pas, quoi. Oui, bon, excuse-moi. Si on prend pas 5 buts à la dernière journée contre Newcastle. Ouais, c'est là, voilà. Mais c'était juste pour dire que la défense n'était pas mauvaise avec lui. Voilà. Non, mais bon, voilà, après je pense que c'est des joueurs utiles au système. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas vraiment de pur latéral gauche, mais voilà, on a ces 3 joueurs-là. On a le Demetri Michel qui est derrière, qui a montré que sur quelques matchs l'année dernière, il pouvait venir un peu titiller les joueurs sur le côté gauche. C'est un jeune, voilà, il faut lui laisser un peu sa chance sur quelques matchs. Donc si on prend Rose, ça bloque pas mal, quoi. Après, je vois pas trop. Bon. Que si vous prenez Rose, vous allez vraiment, je sais pas, ça va faire un transfert très bizarre. Soit vous allez mettre vraiment 60 millions au minimum, soit vous allez nous mettre, je sais pas, un Martial ou un Luke Shaw dans l'échange. Je sais pas. Martial, tu peux oublier. Hein. Oui, je pense aussi. Martial, il partira pas, ça c'est sûr. Oui, je pense aussi. Ouais, Luke Shaw, je suis pas convaincu
qui le mettent dans un échange. Mais bon, ouais, non, c'est bizarre. Après, il nous faudrait peut-être plus un mec pour remplacer Valencia, même si, parce que bon, faut pas oublier qu'il y a Darmian qui joue des deux côtés, qui était quand même le titulaire en finale d'Europa League et dans tous les matchs importants l'année dernière, parce que c'est quand même quelqu'un défensivement qui a montré en fin d'année qu'il était costaud. Donc bon, il y a de quoi faire. Je vois pas. Qu'est-ce que, à part si tu prends un méga mec comme Sanchez, Alexis d'Arsenal, comme Bale, ou même on parle vite fait de Robben qui viendra pas. Mais tu vois, tu prends un mec comme ça que tu mets sur l'aile droite. Oui, admettons. Là, je comprends. Voilà, tu veux apporter un ailier droit, un méga joueur, un changeur de match. Ok, mais sinon, je vois pas qui tu peux acheter, quoi. Ouais. Donc, moi, je pense que vous aurez Ibrahimovic et puis ce sera tout, peut-être. Ouais. Et puis Lindelof qui va revenir, qui va être en défense centrale, arrière droit, il peut jouer aussi. Donc, il y a de quoi faire. L'effectif est très très gros. Donc, après, il faut dégraisser. Smalling, je sais pas trop ce qu'il va faire. Ashley Young, bon, c'est un mec du groupe, il met la bonne ambiance. Donc, forcément, il est utile d'une autre manière. Pour 110 millions par an, par semaine, 110 000 euros par semaine, c'est pas mal, quoi. Mais bon. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, si je peux rajouter pour mes peurs de cette saison à Tottenham, vu que tu parlais des salaires, j'ai peur que tous les joueurs se prennent pour des Daniel Rose. Ouais, se rebellent et demandent un salaire plus élevé. Donc, il y a la fourmilière, là, un peu. Ouais, donc moi, j'aimerais que, même s'ils ont quand même prolongé récemment et jusqu'au moins 2020 minimum, j'aimerais bien que Daniel Levy, une fois que le stade soit payé, qu'il décide d'augmenter un peu tous les joueurs cadres, même si je pense pas que ça se passera. Parce qu'en fait, quand on réfléchit, Rose avait raison un peu de se plaindre. Il touche moins qu'Janssen, 3 fois moins que Sissoko. C'est un peu abusé quand même. Mais bon, En fait, c'est le problème du foot actuel aussi, c'est que tout le monde veut gagner plus. Et surtout quand tu vois des Manchester qui payent, je crois que Lingard, il touche quasiment autant que nos Lloris et Kane qui sont les mieux payés chez nous, c'est quand même abusé. Hein. Tu comprends que des fois, ils ont envie de changer d'air. Après, le problème, c'est que si tu as une politique comme ça, forcément, quand tu augmentes ton joueur, tu vas le mettre au... Tu vois, il y a Lingard qui dit, voilà, moi je suis à, je dis au pif 20 000 par semaine, et il voit le mec qui est au-dessus de lui, qui est à 80 000, on va lui dire, voilà, on va te proposer 60 000. Tandis qu'à Tottenham, le mec qui est à 20 000, il voit celui qui est au-dessus de lui à 40, on va lui dire, on va te donner 30. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu peux pas comparer, disons, voir à ce niveau-là, mais c'est sûr que ça fout la merde pour les autres clubs, quoi. Parce que quand un Van Dijk qui voit les salaires qu'il peut avoir autre part, tu sais, c'est un peu con à dire, mais les mecs ils partent pas pour le foot, quoi. Je veux dire, si tu me dis que Neymar il est parti pour le foot, faut arrêter, quoi. Donc Van Dijk, qui me semble, c'est pas le mieux payé de notre équipe. Le dernier truc que j'avais vu, c'était Forster pour 90 000 par semaine. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Ce qui est déjà beaucoup pour. Je crois que Rose touche autant que Ben Davies, que Kevin Wimmer. Enfin, tu comprends qu'il soit pas content. Oui. Non mais lui, bien sûr. Ça, je peux comprendre, parce que surtout que c'est sa sortie est très argumentée. Elle est très. Si tu lis vraiment l'entière interview, tu comprends ce que le mec il dit. C'est pas con et c'est pas un connard parce que c'est le milieu actuel qui veut ça. Et ses motivations sont légitimes. Après. Oui, c'est légitime. Par contre, j'aime pas ce qu'il dit sur son niveau et sur ce que Pochettino. Il dit qu'en gros, avant que Pochettino arrive, c'était déjà un bon joueur et qu'il faut arrêter de dire que c'est grâce à Pochettino. Alors que c'est juste grâce à Pochettino qu'il est à ce niveau-là. Avant, il était vraiment nul. C'est aussi simple que ça. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai que quand il dit qu'il aimerait gagner des trophées, qu'il aimerait que les salaires soient augmentés car c'est un peu faible, c'est sûr qu'il a raison. Mais bon. Eh bien, messieurs, je pense qu'on a tout dit. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Dans ce cas, on va tous devoir se quitter. Merci à toi, Gabin. Donc, merci pour l'invitation, en tout cas. C'était vachement sympa. Et pourquoi pas. Prochaine fois dans la saison. On espère bien. Donc, vous pouvez suivre Gabin donc, sur Southampton FR. Geoffroy, toi, donc ta page pour l'instant,
Elle est désactivée pour Non, l'instant? pas elle est suspendue. Elle est suspendue, mais ça reviendra vite. Et donc, donc juste pour rappeler aux auditeurs que donc on est le supporter club officiel, donc on a des billets pour chaque match. Cette année, ça s'élève à 27 places pour les gros matchs et à plus de 40 pour les plus petits. Donc les gros matchs, c'est les 5 gros et les plus petits, c'est tous les autres. Et du coup, au prix officiel. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes fan de Manchester, à nous contacter ou à me contacter directement sur Twitter. Voilà. Donc MUSC FR. Donc, donc c'est MUSC France. Ça, c'est le hâte du supporter club qui va revenir très vite. Et le site internet, c'est manunited-france.com. Voilà. Et donc, voilà. Et puis merci beaucoup pour l'invitation du coup. Merci à toi d'être venu. Donc Shaheen, toi tu vas nous rejoindre dans l'équipe de rédaction de God Save the Foot. Ouais, j'ai été choisi récemment et je gère aussi le compte Twitter SpursFR avec Adrien qui était venu la semaine dernière dans le podcast. Et donc moi je m'occupe sur le compte plus des commentaires, des live tweets pendant les matchs, c'est très souvent moi, voire tout le temps. Et après, sinon, voilà, je partage le compte avec Adrien. Eh bien, merci. Donc voilà. Merci beaucoup, messieurs. Et on se dit à la prochaine. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Salut à tous, bonne soirée. Let the feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever. So when you hit me right, you know you might as well. It won't do